Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'agence WAM. Merci à tous d'être là ce matin pour parler de l'arrivée de Google AI Overview en France et le sujet, comment anticiper son impact sur votre trafic web. Je suis Xavier Favarel, hein, je m'occupe de la partie acquisition chez WAM. David, Florian, je vous laisse vous présenter. Florian, à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, déjà. Très heureux d'être ici pour vous parler de ce sujet aussi passionnant qu'important. Donc, je suis Florian, responsable de l'expertise SEO à l'agence WAM depuis bientôt 6 ans. Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous suivre. C'est un sujet passionnant qu'on va aborder aujourd'hui, évidemment, parce que Google AI Overview est dans toutes les bouches, que ce soit des SEO, mais aussi des CMO, avec un impact sur le trafic. Eh bien, vous allez voir, a priori, pas neutre. Et j'ai le plaisir également d'animer ce matin ce sujet avec Florian et l'équipe. Et écoutez, on a plein de choses à vous dire. Allons-y. Merci à tous les deux. On va attendre un peu avant de démarrer. Vous connaissez sûrement tous un peu ce qu'on peut faire en webinaire. N'hésitez pas à nous poser des questions. On y répondra en toute fin de webinaire. On prendra le temps d'y répondre. On vous enverra aussi quelques sondages dans le chat pendant le webinaire. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. À ce moment-là, on vous fera des petits appels à répondre à nos questions. En fin de webinaire, n'hésitez pas surtout à nous laisser une note et vos avis. Ça nous intéresse pour nous améliorer sur nos prochains webinaires, dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, ça c'est le plus important. Et le replay de ce webinaire sera disponible, on vous l'enverra, bien sûr, dans les jours à venir. C'est 9h32, on va prendre encore 1 ou 2 minutes avant de démarrer. Et puis voilà, si vous voulez nous dire d'où vous venez, ça nous intéresse aussi. Nous, on est à Lyon. Je ne sais pas si vous connaissez l'agence WAM. On est basé à Lyon. On a des bureaux à Paris. On a un bel ancrage aussi en Alsace, à Mulhouse. Donc, n'hésitez pas à nous dire aussi d'où vous êtes. Ça nous intéresse. On est 170 pour l'instant. C'est toi, Florian, qui a la main sur la présentation. C'est ça. On a des gens de Rennes. Bonjour à Rennes, Saint-Dizier-Haute-Marne, la Vendée est là. Les Lyonnais, parfait. Paris. On a toute la France. Nancy. Aix-les-Bains, on n'est pas loin, Aix-les-Bains aussi. En plus, il fait beau, on pourrait peut-être se baigner à Aix-les-Bains. Grenoble. Bon, je pense que Florian, on va pouvoir y aller. Genève aussi. Bonjour la Suisse. Merci Xavier, c'est parti. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment Google AI Overview redéfinit les règles du jeu en matière de visibilité en ligne. Donc avec le temps, on le sait, la recherche Google a évolué, mais sa mission restait la même, offrir des réponses fiables, accessibles et utiles à chacun. Et Google redéfinit sans cesse notre façon d'accéder à l'information. On connaît bien les 10 liens bleus, et maintenant, il y a eu l'intégration, depuis quelques années déjà, des fonctionnalités comme les feature snippets, le knowledge graph, et on sait que Google ne se contente plus d'indexer, mais il répond directement. Et AI Overview, c'est vraiment la dernière réponse de Google, donc une fonctionnalité qui tire parti des avancées en IA générative et des grands modèles linguistiques, LLM, comme Gemini. Pour rappel, cette fonctionnalité, elle fournit directement une réponse synthétique et complète en haut des résultats classiques. C'est un format qui peut rappeler les feature snippets, mais ici, la synthèse est vraiment générée à partir de plusieurs sources, et c'est ce qui marque une vraie différence, une vraie évolution. Le nouveau défi des marques, on passe de l'ère du clic, l'ère des 10 liens bleus, l'ère des CTR élevés, à l'ère du no-click. Donc cette réponse, elle présente à la fois des défis, mais aussi des opportunités. Le défi, c'est que les utilisateurs trouvent directement leur réponse dans AI Overview et potentiellement ne cliqueront plus sur les liens. Mais à l'inverse, cela crée une opportunité pour les marques de se positionner comme source autoritaire, renforçant ainsi leur crédibilité et attirant un trafic plus qualifié. On verra quelques chiffres à ce sujet un peu plus tard. Pour revenir sur les taux de clics, il y a eu beaucoup d'études et toutes ces études parues convergent, mais la même chose.
L'impact sur le CTR se situe entre plus 19, donc il y a une étude AMSIV qui a analysé un impact positif, mais sinon dans l'ensemble, c'est une baisse du CTR jusqu'à moins 85%. Sur toutes ces études, la moyenne est de 40% et la médiane est de 37%. Pourquoi cette différence? Certaines études classent leurs données par sujet, marque, hors marque, position, mois. Donc ça nous donne 32 points de données provenant de 8 sources différentes. Et comme je disais, le plus de 19 concernait des termes de marque de l'étude AMSIV. Oui, c'est ce qui expliquait effectivement que les taux étaient positifs puisque c'était des requêtes marques. Alors, des études sur AI Overview et l'impact sur les taux de clics, il y en a presque tous les jours. On en a encore vu paraître en début de semaine et puis avant-hier. Mais elles vont toutes dans le même sens, comme tu disais. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, au final, comment ça fonctionne. Parce qu'évidemment, en tant que marketeur, en tant que CMO, on a besoin de savoir comment finalement venir se positionner, venir se rendre visible dans ces nouvelles réponses. Et le mieux, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est une réponse en apparence assez simple, mais derrière, le processus est assez complexe et je dois dire même assez fascinant. Alors, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais on pourrait faire une conf dans la conf, tellement c'est génial ce qui se passe derrière une seule réponse. Mais on va essayer de rester en surface, pédago, j'espère pas trop simpliste, pour expliquer comment ça fonctionne. On peut aller sur la slide suivante. Merci beaucoup. Et en fait, derrière une requête, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs requêtes en simultané. Et c'est ce qui fait la force de cet outil, finalement. D'ailleurs, Google nous avait dit il y a quelques années, quand il présentait MUM, que finalement, l'idée était d'aller chercher l'aiguille dans la botte de foin qui est disséminée sur le web. C'est exactement ce qui se passe avec ces aperçus AI Overview. Ils vont vraiment chercher l'information spécifique où elle se trouve. Et on vient finalement, avec ce type d'outil, anticiper toute une série de recherches que vous allez faire pour découvrir un sujet. Et finalement, elles sont faites d'un seul tenant. Aujourd'hui, cet outil, il est, on va le voir, déployé à différents endroits dans le monde. Il est déjà utilisé par plus d'1 milliard d'utilisateurs. Lors de sa dernière allocution, Sundar Pichai, pour annoncer début avril les résultats de Google, parlait de 1 milliard, même 1,5 milliard de personnes qui l'utilisent. Bon, ça a été mis un peu au chausse-pied aussi, c'est-à-dire que c'est la réponse de Google face à ChatGPT, ne nous y trompons pas, mais ça y est, c'est déployé. Et derrière, ce multi-recherche est possible, est rendu possible grâce au raisonnement en réalité. Et finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que AI Overview repose sur la technologie Gemini. Gemini LLM pour AI Overview et Gemini 2.0 avec le raisonnement multitâche pour la partie AI Mode, qui est la partie approfondie, dont on reparlera un petit peu plus tard. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que AI Overview est capable d'élaborer un plan pour répondre à l'utilisateur. Il découpe mentalement le problème en sous-tâches, consulte les informations récupérées pour chacune et ajuste son plan en cours de route en fonction de ce qu'il découvre. C'est une approche de type agent, en fait, et qui lui permet de rien oublier d'important. Et ça va encore évoluer. C'est ça qui est dingue. Parce que là, le 20-21 mai, vous avez Google I.O. Aux États-Unis, qui est le gros événement Google, qui va, selon les rumeurs, et on peut l'anticiper, largement se consacrer à Gemini 2.5, son successeur, dont les capacités vont aller encore beaucoup plus loin. Alors, on s'est amusé à découper finalement les étapes. Il faut retenir qu'il y a 6 étapes de travail. En fait, il va utiliser ces algorithmes d'analyse sémantique pour interpréter la requête en profondeur. Donc, ça va bien au-delà d'une simple correspondance de mots-clés. C'est ça qui est nouveau, en fait, avec les 10 liens bleus versus les 10 liens bleus. Le moteur tente de cerner les synonymes, le contexte et le but de la requête, ce qu'on appelle l'intention de recherche. Je vais vous donner un exemple.
Quand vous avez une question rédigée en langage naturel, le système va décortiquer la phrase pour en saisir le sens global, les éventuelles sous-questions implicites. Et c'est cette compréhension de l'intention qui permet aussi à Google de décider si un aperçu IA est pertinent ou pas. Voilà, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas systématiquement. Donc, le système détermine si la question nécessite une réponse synthétisée par l'IA ou si de simples liens bleus suffisent. Sur des questions très pointues ou complexes, comme la comparaison, l'explication multipartite, où on a besoin d'un avis, c'est des très bons exemples pour une réponse générative, donc une réponse AI Overview. En revanche, pour certaines requêtes sensibles ou sujettes à caution, Google, et notamment Your Money, Your Life, la finance, la santé, selon le degré d'importance pour l'individu, Google choisira délibérément de ne pas générer de réponse IA et de s'en tenir aux résultats classiques, par prudence. Et si la question porte sur un sujet vraiment critique, comme une situation de détresse ou du contenu explicite, ou sur une actualité très fraîche, Google va éviter l'aperçu IA et il va plutôt aller sur du web classique. Mais ce qui nous intéresse ici dans ces étapes, c'est de s'appesantir sur 3 d'entre elles: Query Fan Out, Grounding Links, et on verra aussi réévaluation, post-génération, Safety and Ranking. On peut passer à la suivante. Et en fait, là, je vais essayer de vous donner un exemple concret parce que c'est là le moteur de AI Overview et qui fonctionne particulièrement bien pour les recherches approfondies. C'est qu'en fait, l'outil va vraiment éclater la question de l'internaute en explorant tous les angles et sous-thèmes pertinents. Ensuite, il collecte l'information et puis vous la restitue. Je vous donne un exemple. Comment fonctionne une voiture à essence ? Plutôt que de se contenter d'un résultat général sur le fonctionnement des voitures, eh bien, il va faire une première requête qui est comment fonctionne un moteur à combustion interne, quel est le rôle de la transmission dans une automobile, à quoi servent les essieux et le différentiel, etc., etc. Et chacune de ces requêtes liées permettra de trouver des informations spécifiques sur le moteur, la transmission, les essieux, provenant possiblement de pages totalement différentes, encyclopédiques, ou un article de blog mécanique sur les transmissions, une vidéo explicative, un tuto, etc. Il va agréger tout ça, pourra ensuite fournir une explication complète sur le fonctionnement de la voiture, couvrant tous les aspects nécessaires, et ce, avec un niveau de détail qu'une simple réponse directe n'aurait pas pu atteindre. Et il y a un aspect notable, c'est que, si tu peux rester, un aspect notable, c'est que la réponse générée ne se contente pas de répéter l'information brute, elle cherche à apporter une valeur ajoutée explicative. Ça, c'est nouveau. L'IA peut par exemple fournir un comparatif, faire ressortir des différences ou des avantages si la question porte sur une comparaison, ou encore prédire des informations connexes que l'utilisateur pourrait vouloir connaître par la suite. Google appelle ça les résumés prédictifs. Et l'aperçu IA, il tente non seulement de répondre à la question posée, mais il anticipe aussi les questions suivantes qu'un lecteur curieux pourrait se poser en lisant la réponse. Ça permet d'offrir une réponse beaucoup plus complète qu'une simple réponse factuelle, vous l'avez compris. Et c'est un vrai souci d'exhaustivité qui vise à rendre l'aperçu plus utile et vraiment additionnel, je dirais, par rapport au moteur classique. Le grounding links, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des liens d'ancrage, si on traduit. Il faut les voir comme la contrepartie en fiabilité de la réponse générée. Google est particulièrement dans le viseur de tout le monde, donc il veut absolument atténuer les risques d'hallucination, donc d'erreurs factuelles, en ancrant chaque information clé dans une source fiable. Et je vous ai listé les 4 points des sources fiables, comment ils procèdent finalement. Et ça vous donne une idée de là où il faut être finalement pour commencer à s'imaginer être visible et être mentionné. Donc, AI Overview intègre dans le texte des hyperliens qui pointent vers les pages web ou les sources, d'où proviennent les faits qui sont avancés. Ici, on est vraiment là pour vérifier l'authenticité factuelle justement des réponses. Et c'est ce qui me permet d'arriver sur, pas tout à fait tout de suite, mais sur le dernier point après, mais sur comment il vérifie la source. Mais
ce qu'il faut retenir à cette étape de l'intervention, c'est qu'en réalité, à Google I.O. égale diversité des sources. Et d'ailleurs, il y a des très bonnes études, comme celle d'Advanced Web Ranking, mais il y en a d'autres, qui démontrent que plus de la moitié des résultats ne proviennent pas du top 10, mais du top 11, 50, et même au-delà. Et c'est tout l'intérêt de l'outil, je vous le rappelle, aller chercher l'aiguille dans la botte de foin, et pas pour répéter ceux qui sont déjà très bons, en fait, uniquement aller chercher ceux qui sont spécifiques. Donc, c'est carrément une autre approche, finalement, de la visibilité. Et voilà, donc, on insiste vraiment sur la diversité des sources, le fond d'abord, et évidemment la forme. Et enfin, la réévaluation post-génération. Vous l'avez compris, Google, c'est celui qui domine depuis 20 ans. Donc, on adore le critiquer. On critique un peu moins ChatGPT et Perplexity parce que c'est la nouvelle vague, c'est la hype, et ils sont extrêmement bons. Mais Google a vraiment le couteau entre les dents et se dit il faut qu'on soit excellent. J'ai trouvé une source assez intéressante qui émane des Échos, qui a quelques jours, ça émane d'un benchmark qui s'appelle phare de la start-up française Giscard. J'ai mis le lien, vous pourrez aller vérifier. Et c'est assez intéressant parce que sur 2 axes, le débunkage des informations, c'est-à-dire je fais un prompt avec une information fausse, il faut que tu la rectifies. Et de l'autre côté, est-ce que finalement, factuellement, tu racontes n'importe quoi? Eh ben, Gemini 1.5 Pro, qui est par exemple sur les Android, ou le 2.0, qui est derrière AI Overview, eh ben, sont respectivement excellents et bons sur ces 2 axes de qualité, on va dire, des informations. Ce n'est pas les meilleurs c'est Anthropic pour l'info, mais ils sont, vous le voyez, il y a des notes plutôt très correctes. Voilà. Mais en tout cas, on peut compter sur Google, on peut le critiquer, mais aussi on peut compter sur 20 ans de gros travail pour sécuriser les informations, même si des fois, il y a des choses qui passent entre les mailles du filet, bien sûr. Alors, Google I.O. en Europe, qu'est-ce qu'on sait? Florian, c'était à moi de continuer, je ne sais plus. C'est à toi, ouais. Excusez-moi. En tout cas, Google I.O. En Europe a déjà été déployé. Ça a pris son temps, puisque ça fait déjà 1 an au mois de mai 2024 que Google I.O. Overview a été lancé aux États-Unis. Ça s'est accéléré. Je vous ai mis quelques dates. Mois de mai 2024, lancement aux US. On est passé par plein d'étapes. D'abord le test en lab. Au mois d'octobre, déploiement dans 100 pays anglophones qui n'ont pas, soyons clairs, qui n'ont pas les mêmes comment dirais-je, restrictions que l'Union européenne. Ce qui fait qu'ils n'étaient pas, ces pays-là, les 27 pays, dans le lot. Et puis, en mars 2025, surprise, on n'attendait pas, il y a des tests qui ont été lancés en Union européenne sur l'Autriche, la Belgique et tout un tas d'autres pays, dont l'Allemagne. Et le 11 mai 2025, je ne sais pas si vous avez vu passer l'information, mais en Allemagne, depuis le 11 mai, tout le monde, on n'est pas obligé d'être logué, tout le monde, gratuitement et non logué, peut accéder à des réponses Google AI Overview. Et donc, pour la France, ce n'est pas encore gagné. Ce n'est pas encore gagné tout à fait, a priori. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de nombreux verrous juridiques. On va dire que les 3 premiers, RGPD, DSA, Digital Service Act et Digital Market Act, je vous laisserai relire ce que c'est, ça concerne tous les pays d'Europe. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que si les autres pays européens aient levé ces verrous, on ne les ait pas levés. Mais c'est les 2 derniers, là, dont le droit voisin. Le droit voisin, il est assez unique au monde. Google, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent, ou très peu. En tout cas, le premier pays qui a initié ça, plus exactement, je crois qu'ensuite, il y en a eu 2 autres dans le monde. Mais Google et la France, et en tout cas le syndicat de la presse française, le GEST, ont passé des accords pour finalement repartager des revenus. Sauf que Google I.O. est une nouvelle fonctionnalité qui n'était pas prévue au programme et donc qui rebattent les cartes de cet accord. Et a priori, c'est ça qui coince. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses, mais c'est là-dessus que ça se joue, a priori. Voilà. Il y a aussi une question sur la CNIL.
Mais le sujet, c'est quand est-ce que ça va arriver? On peut commencer à spéculer quand même. Hein. Chez WAM, d'ailleurs, on a son petit sondage, David. Hein. On a très bien. lancé un petit sondage Oui. pour savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? On va voir. On vient de le lancer, donc n'hésitez pas à y répondre pour savoir. Allez, alors on donne pas notre réponse encore. On lance les paris et On en donnera à la fin, puis on en donnera à la fin pour savoir ce que vous pensez, quand est-ce qu'il va arriver en France. N'hésitez pas à y répondre. Génial. Et donc, je repasse la main à Florian sur l'impact réel sur le trafic, parce que c'est la question qu'on se pose tous. C'est ça. Merci David, en tout cas, pour toutes ces clarifications. Qu'est-ce qu'on peut attendre, effectivement, sur le trafic organique? Alors, il y a déjà de nombreuses études qui ont été publiées sur le sujet, notamment aux États-Unis, et elles convergent toutes vers le même constat. L'apparition d'AI Overview entraîne une baisse significative des clics sur les résultats organiques. Pourquoi? Parce que les utilisateurs trouvent souvent leur réponse directement sur la page de résultats sans avoir à cliquer sur le lien. On va passer assez rapidement sur quelques chiffres. Vous avez probablement vu quelques-unes de ces études. On s'appuyait sur 2 études, celle d'SEMrush qui s'appuie sur sa filiale Datos et celle d'Advanced Web Ranking. La première étude est assez claire. Dès qu'une requête affiche un AI Overview, elle a beaucoup plus de chances de ne déboucher sur aucun clic. En mars 2025, par exemple, c'est 43% des recherches avec un AI Overview qui ne génèrent aucun clic contre 34 pour celles sans. Donc, c'est quand même 9 points d'écart. Ce que l'on peut voir sur l'étude d'Advanced Web Ranking, cette fois-ci, c'est un peu plus rassurant. C'est que d'être présent dans l'AI Overview, sous forme de mention ou de lien, on verra un petit peu plus tard, a un impact positif sur le CTR. Donc, on voit si c'est présent, si on est présent dans AI Overview et dans la SERP classique, on passe de 0,74 à 1% sur l'organique et de presque 8% à 11% sur le payant. Pourquoi? En partie grâce à un effet de confiance. Quand une marque apparaît dans AI Overview, elle gagne en crédibilité, elle est mémorisée et ça peut influencer le clic. Le taux d'apparition est également très variable selon les entités informationnelles ou réglementées. Je pense à la santé, au juridique, à la finance, concentrent la majorité des apparitions AI Overview. Ça s'explique en partie par la nature des requêtes dans ces secteurs qui nécessitent une réponse structurée, précise et fiable. Et c'est ça la mission de Google, si on se souvient du début, c'est vraiment fournir les informations les plus pertinentes et les plus fiables possibles à vos questions. Et ce que propose AI Overview avec une synthèse multisource qui cherche justement à répondre à cet objectif. L'apparition d'AI Overview varie beaucoup aussi selon l'intention de recherche de l'utilisateur. Donc là, on est sur une étude US provenant de l'étude Advanced Web Ranking. Et là, on voit que sur les requêtes informationnelles, elles sont présentes dans 24% des requêtes. Donc, c'est sur cette catégorie qu'AI Overview sont les plus présentes. Et Google, il propose des réponses adaptées aux internautes en phase de découverte. Sur le commercial, on est toujours à 15%, donc c'est assez élevé, mais c'est beaucoup plus bas. Navigationnel à 4%. Et sur le transactionnel, à peine 2%. Sur ces intentions qui sont plus orientées vers l'action ou l'achat, on peut deviner que Google reste un peu plus prudent. Là, ça rejoint l'étude de tout à l'heure, c'est que la présence, elle est majoritairement sur l'informationnel. Les aperçus IA ciblent principalement ces requêtes qui sont peu orientées sur la conversion, en tout cas pour l'instant, parce qu'on observe quand même une légère montée sur les intentions commerciales, transactionnelles et même navigationnelles. Et pour finir sur les chiffres, qui est assez intéressant, c'est qu'AI Overview ne remplace pas les fonctionnalités existantes dans les résultats de recherche, ça vient plutôt les compléter. Donc, il y a des éléments qui sont très présents, comme les People Also Ask ou les Related Search, qui continuent d'apparaître aux côtés d'AI Overview. Et ça montre que Google conserve les formats qui apportent une structure et une vraie valeur informative. Les contenus les plus susceptibles de coexister avec AI Overview sont vraiment ceux les plus riches visuellement et bien organisés. En l'occurrence, on voit les avis, les vidéos, les images ou les carousels qui s'affichent fréquemment. Et ça confirme l'importance croissante des contenus multimédia dans une stratégie SEO. Alors, comment s'adapter? Comment s'adapter à moyen terme? Parce qu'on voit bien que les 10 liens bleus sont encore là. On ne remplace pas 20 ans de recherche du jour au lendemain non plus.
il y a énormément de gens qui ont le réflexe Google. 90% de marché, ça dit beaucoup de choses. Mais on a bien compris, et Sam Altman l'a rappelé encore il y a quelques jours, les anciens utilisent Google, sous-entendu un peu comme Facebook, mais les jeunes qui utilisent TikTok et Instagram, ils utilisent déjà ChatGPT, Perplexity ou alors Gemini, l'IA Search finalement. Bon, et donc, on a bien compris qu'il y a une hybridation, qu'on est dans une transition et qu'il va falloir tout de suite maintenant commencer à s'adapter et se dire et faire cohabiter à la fois une présence dans les liens bleus, mais aussi dans ces résumés IA Search. C'est les deux en même temps en réalité. Et viser la citation par l'IA comme un objectif de mémorisation de votre marque associé à la découverte d'un sujet. Florian nous l'a dit, c'est très majoritairement au moment de la découverte d'un sujet, donc toutes les requêtes informationnelles qui me permettent de m'instruire sur un sujet, de le comprendre, de le découvrir et d'y associer des marques avant de se dire « Ah ok, c'est cette marque-là que je veux acheter parce que je m'y retrouve dans ses visuels, dans ses valeurs, dans le niveau de qualité qu'elle propose, des avis, etc. etc. » Mais avant ça, j'ai vraiment besoin de comprendre et de découvrir la thématique et donc d'y associer des marques. Et ça, c'est un défi énorme parce que Florian nous l'a montré, il y a des résultats de partout. On vient s'instruire, on ne vient pas forcément visiter les sites. Voilà, donc c'est un défi qui va beaucoup plus loin que les 10 liens bleus et ça dilue totalement les CTR. Alors, comment on s'y prend ? D'abord, il faut comprendre quelles sont les données de réponse et savoir si on peut agir dessus. J'ai schématisé très simplement des réponses d'un IA Search, en l'occurrence Google AI Overview, mais c'est pareil pour ChatGPT ou Perplexity. Vous avez 3 types de données grossièrement. Tout à gauche, les données de pré-entraînement. Et là-dessus, il est allé de façon photographier le web et il le fait quelques fois dans l'année, pas plus parce que ça coûte très cher. Wikipédia, Reddit, YouTube, Common Crawl, des accords avec des médias, Perplexity et OpenAI ont signé avec Le Monde, par exemple, Trustpilot, etc., etc. Et puis, derrière, il y a une deuxième étape, celle du milieu, sont les données web. Puisque quand je fais une requête actuelle, eh bien, on vient chercher dans l'index classique. C'est Bing pour OpenAI, c'est Google, évidemment, pour AI Overview ou Gemini. Ça, c'est la couche fraîche. Et on vient chercher des infos dans l'index, dans le knowledge graph, dans les maps, par exemple. Ça veut donc dire que si on est déjà dans ces données bien référencées et indexées, crawlées par Google, on a déjà fait une partie du chemin. Et ensuite, il y a la dernière partie, ce sont les post-entraînement, le fine-tuning. Ça, c'est la boîte noire de Google ou de OpenAI ou de Perplexity. Et là, on ne peut pas agir sur ces données-là. Et on ne sait pas comment ça fonctionne. De toute façon, avec l'incursion de l'IA dans le search et dans le marketing, on a bien compris maintenant qu'on ne peut plus vraiment faire de reverse engineering et que c'est assez vain et qu'on est surtout dans la corrélation, beaucoup moins dans la cause, parce que les causes sont multiples, voire pas tout à fait connues par Google lui-même. Par contre, ce qu'on a compris, et ça pour moi c'est probablement la slide la plus importante de ma partie, du fonctionnement de ces outils, c'est que ces outils se nourrissent bien sûr du owned media, c'est-à-dire de tous les contenus propriétaires de votre marque, matérialisés par son principal actif, son site web, son blog ou ses blogs, ses emails, ses publications sur les réseaux sociaux, mais que vous maîtrisez. Mais ça n'est qu'une petite partie. La plus grosse partie, vous l'avez compris avec la première partie, c'est la diversité des sources, c'est le earned media, c'est-à-dire l'exposition publique de votre marque à travers tout ce qui est produit, ce qui se dit sur elle, à travers le web, les relations presse, l'exposition médiatique, hors publicité, j'entends, mais matérialisée essentiellement par les relations presse, ou alors un article qui va parler de vous en bien ou en mal, mais vous ne le maîtrisez pas forcément. Le bouche à oreille, les partages, les commentaires, les mentions de votre marque ou de vos produits sur les réseaux sociaux. Et l'UGC, User Generated Content, tout ce que les utilisateurs, vos clients, vos prospects, ceux qui ont entendu parler de vous, vont dire sur les discussions, les forums, les plateformes de pair à pair et naturellement les avis clients. Et ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur à maîtriser.
Mais c'est vraiment la résultante de la qualité et de la pertinence de vos contenus, des contenus de la marque, mais surtout de la qualité de l'expérience client. Donc, il faut être extrêmement bon dans ce qu'on fait parce que c'est l'expérience client tout entière qui va façonner ce qui va être dit sur les réseaux. Le poids du earned, c'est le message que vous devez retenir. C'est pour ça que le SEO seul ne peut plus tout faire. Alors, quel type de contenu influence les réponses de I/O durant le parcours client? Évidemment, il faut le nuancer, mais grosso modo, c'est ce qui se passe. Les premières étapes d'exploration, d'éducation, donc l'informationnel, le earned est extrêmement dominant. La presse, pensée RP, et les sites tiers, c'est-à-dire des sites tiers, ça peut être des comparateurs, etc. Donc, autant avoir une tribune dedans parce qu'à un moment donné, ils vont être exposés à l'utilisateur. Parce que AI Overview ou les IA Search vont privilégier la diversité. Et l'acheteur se nourrit de ces informations-là. Dans l'étape intermédiaire de comparaison des solutions, l'UGC, User Generated Content, explose. Vous voyez aux États-Unis beaucoup, parce qu'on a beaucoup appris en observant ce qui se passe aux États-Unis. On en parlait encore avec Florian pour préparer cette intervention. Reddit, Quora, ces sites de discussion, d'échange de pair à pair, d'entraide, sont extrêmement dominants. Donc, à un moment donné, vous devez, en tant que marque, essayer de trouver un moyen de converser avec les utilisateurs, de prendre la parole. Voilà, parce que la parole de ses pairs, elle devient un levier de confiance déterminant pour avancer dans le parcours de recherche. Et enfin, pour les étapes de finale, c'est-à-dire de conversion qui amènent à la décision d'achat, le owned, c'est-à-dire votre contenu, votre site web, finit le boulot en général. Alors, il y a les avis aussi, hein, mais finit le boulot, c'est-à-dire, c'est quoi les valeurs et puis le RSE, et puis finalement, qu'est-ce qu'elle me dit, cette marque, à travers son discours? Et en général, c'est là qu'on passe à l'acte. Vous voyez finalement que c'est différents prismes et c'est ça qu'il faut maîtriser. Donc, vous voyez que le SEO seul sur le owned n'est qu'une petite partie de la réponse et elle est bien insuffisante. Pour le reste, 15 minutes, messieurs, je me fais le maître de l'horloge, excusez-moi. Et tu le fais bien. Et n'hésitez pas à nous dire si vous travaillez tout ça, tout ce qu'on vient de dire, les relations presse, si vous travaillez vos avis, si vous avez fait des actions, ça nous intéresse aussi. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Tout à fait. Et on est dans les temps, on va continuer d'avancer. Et pour le reste, les fondamentaux du SEO demeurent. C'est bien de les rappeler, même si je ne vais pas trop m'appesantir. Par contre, on a une vision chez WAM qui est, et je n'ai pas envie d'en faire un gros débat, assez clair. Ça reste du SEO. Il s'agit de faire rencontrer un utilisateur qui a un problème et une marque qui détient très probablement la réponse. Si vous avez envie d'appeler ça du GSO, du IO, du LLMO, ça ne pose pas de problème. Mais est-ce que ce n'est pas un peu confusant? Moi, je pense que c'est plus le seul fait d'une personne, et je crois que c'est ça qui change. C'est l'organisation de tout ce travail marketing. Allons-y, pour voir un petit peu plus clairement ce qui se passe. Les fondamentaux demeurent techniques. Voilà, je passe très rapidement, mais le crawl et l'indexation, vous avez compris que dans AI Overview, ça se passe d'abord par Google. Je ne rappelle pas les basiques, vous les avez sous les yeux. Il y a peut-être un point qui est intéressant, c'est que Fabrice Canel, lors du SMX, que j'ai eu la chance d'interviewer, nous disait « Index Now », qui pousse les informations qui changent tous les jours sur votre site. Il est très probable que Google va adopter à un moment donné le protocole, et ce serait bien de l'avoir. Voilà, vous notifiez au moteur les modifications apportées à vos contenus. Ensuite, il y a un espèce d'équivalent du robot TXT, si tu peux revenir, qui s'appelle le LLMS.txt, qui est un peu le robot TXT inversé. Robot TXT, c'est dire au moteur, voilà ce que tu n'as pas le droit de voir, et éventuellement ce que tu as le droit de voir. Le LLMS, c'est voilà tout mon contenu, crac, mange-le. Tu l'utilises ou tu ne l'utilises pas. Là, on peut faire des choses. Après, pour l'UX, c'est relativement, c'est la même chose, sauf que c'est beaucoup plus rudimentaire, parce que le JavaScript, les LLM sont perdus. Ils ne savent pas le lire. Voilà. Et il y a d'autres éléments, mais je passe très rapidement, sinon que le balisage sémantique, mais là aussi, c'est un basique, est extrêmement important, puisque ce sont des balises sémantiques, et que ces outils LLM sont sémantiques, et ils ne tiennent pas compte du reste.
L'éditorial, je ne vous ai pas fait faire tout ce chemin pour vous dire que la qualité des contenus, elle est importante, vous le savez déjà, et ça ne change pas. Le EAT, expertise, expérience, autorité, fiabilité, évidemment, font toujours recette, et c'est le cœur du sujet. J'ai néanmoins mis des bullet points, et vous pourrez les relire à tête reposée, mais ce qu'on vous demande avec les IA Search, le niveau d'exigence, c'est qu'aujourd'hui, la qualité n'est plus négociable. On doit amener un contenu qui est approfondi, qui est contextuel, qui résout véritablement les problèmes des clients. S'il ne fait que le décrire et le contourner, l'IA peut le faire très bien à votre place, merci, on n'en a pas besoin. Donc, ça doit être expérientiel. Et c'est ça qui bouscule. Donc, vous devez adapter le style d'écriture, donc vous devez fournir des données factuelles, exclusives, quand c'est justifié, avec des analyses solides, parce que l'humain peut le faire, l'IA ne sait pas le faire. Pensée multimodale, évidemment, pour plaire, sinon le voisin l'a déjà fait. Vous devez être authentique, être la référence. Et ça n'est plus négociable avec les IA, et c'est difficile. C'est difficile. C'est ça le gros défi. Le point suivant, ce sont les relations presse et l'influence. Vous l'avez compris, le poids du earned. Je passe très rapidement, mais on a eu la chance d'être récompensé sur un cas par le Semi Award lors du SMX. On est très content parce que les relations presse, ça fait 10 ans qu'on les a associées au SEO, parce qu'on s'est toujours dit qu'en fait, le sujet, ce n'est pas de construire des liens, le sujet, c'est de faire écho à la marque, au bon endroit, auprès de la bonne cible. Et il se trouve que technologiquement, les IA Search fonctionnent exactement comme ça. Qu'est-ce qui se dit sur ta marque ? Et au sommet de la pyramide informationnelle du web, il y a les médias. Les médias sont la fiabilité. C'est pour ça que Perplexity passe des accords avec Le Monde, comme hier, ou OpenAI avec Le Monde et le Financial Times, etc. Donc, il faut être dans ces médias. Avec Sofiap, on a eu 125 retombées presse. Ça nous a permis de préempter littéralement la thématique dans Gemini, dans Copilot, dans ChatGPT, dans Perplexity. Et si en plus on parle de vous dans les forums et tout ce qu'on a vu tout à l'heure, bref, qu'on est dans le earned, alors on est mentionné. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et on vous a partagé le cas, notre Sofiap, en commentaire pour aller en savoir un peu plus si vous voulez. Absolument. Merci Xavier. L'UX, je passe très rapidement, mais le sujet ici, c'est qu'avec les IA Search qui vont résumer les choses, éviter un parcours avec 15 000 recherches, on a compris que l'IA Search le faisait pour vous, de façon, et dans ses modèles les plus avancés, par exemple Gemini, il va faire 350 recherches d'un coup, et au bout de 2 minutes, vous restituez une réponse. Bon, on a bien compris que le sujet, ce n'était plus le trafic. Et donc, c'est quoi alors ? Le sujet, c'est la conversion. Et Fabrice Canel de Bing nous a redit la même chose. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous donne un outil comme Clarity. Le trafic, c'est une vanity metrics. C'est le passé. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est si tu es cité, ou si tu es dans une source, est-ce que les gens vont chez toi ? Et s'ils vont chez toi, est-ce qu'ils s'engagent ? Et c'est pour ça qu'un autre pan du travail qui est à choyer, qui est à aiguiser, qui est à travailler, c'est le X. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'arrive à engager ? Est-ce qu'il y a des points de friction ? C'est devenu, ça doit être votre obsession. Et puis c'est là où je voulais en venir, et je repasserai la main à Florian. Pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est un travail éminemment organisationnel et pas qu'une affaire de tips pour apparaître dans les IA Search. En fait, le sujet, ce sont les synergies. Le liant essentiel pour réussir sont les synergies. Je ne peux plus travailler seul en tant que SEO. Je peux faire une partie, c'est la partie du owned, et elle est indispensable, il n'y a aucun problème. Mais on a bien vu avec le earned et le poids du earned qu'en fait, je suis obligé de décloisonner le marketing et l'entreprise est obligée de se décloisonner. L'IT, les RH pour la marque employeur, le marketing, les sales, les produits, le social, les agences de l'entreprise selon la taille de l'entreprise. Tous ces gens-là sont obligés de travailler en même temps. Et si vous me dites qu'elles le font déjà, je vous dirais que ce n'est pas vrai. Parce qu'elles ne le font pas assez. Elles ne le font pas assez. Chacun a ses objectifs dans son coin, chacun a ses budgets dans son coin, les choses s'améliorent, mais on est tous OK pour dire qu'aujourd'hui, on ne travaille pas dans des instances suffisamment transverses
Et aujourd'hui, le jeu est tellement difficile qu'il faut se tenir les coudes et travailler ensemble. C'est ça le sujet. Donc, il faut travailler ensemble, mais choisir ses batailles aussi. Si tu peux revenir avant, merci. Associer votre marque à ses thématiques prioritaires et tous les travailler ensemble. Donc, la même stratégie, mais bien sûr avec des tactiques nuancées, différentes, selon les leviers. Chacun est spécialiste de sa partie, mais on doit élaborer le projet ensemble. Et faire de l'engagement, évidemment, une priorité. Et nous, on appelle ça chez WAM, slide suivante, la DBA, la Digital Brand Authority. Le sujet, c'est d'incarner la marque qui fait autorité dans vos thématiques. Et comment ? Eh bien, finalement, par 4 leviers. L'expertise, démontrer que vous êtes leader par la pertinence des contenus. La crédibilité, elle ne se décrète pas, hein, elle se mérite. Votre écosystème qui vous entoure, il dit quoi de vous sur les réseaux sociaux, les médias et ça, c'est extrêmement important. Donc, on peut le façonner, mais le meilleur moyen de faire, c'est d'être irréprochable dans l'expérience client. La confiance, c'est la clé qui transforme l'intérêt en préférence durable, matérialisée par les avis. Et puis, évidemment, la conversation. Prenez part, écoutez ce qui se dit sur vous dans les plateformes de pair à pair. Voilà. Donc, le sujet, c'est plus la position, c'est de devenir autoritaire sur ces thématiques. Et c'est un travail qui ne se fait pas seul. C'est ça le message. Merci David. Comment s'adapter à court terme ? Alors, on verra dans le sondage quand est-ce qu'on prévoit en tout cas la sortie d'AI Overview. Aujourd'hui, on peut le mesurer, mais en tout cas, on peut le simuler sur d'autres pays afin d'anticiper l'apparition de cette fonctionnalité sur notre marché. C'est ce qu'on a fait pour certains clients sur le marché américain notamment. Et pour ça, on va définir un périmètre sémantique, donc sélectionner des mots-clés et les regrouper par intention de recherche. On l'a vu tout à l'heure, en fonction de l'intention, le taux d'apparition est différent. On va lancer une première analyse, puis on va également collecter les People Also Ask pour avoir vraiment toute cette partie informationnelle. Et ensuite, on passe vraiment sur l'analyse des SERP et la collecte des données. Et ça va nous permettre de récupérer les positions, naturellement, mais aussi les différents encarts qui sont présents, dont AI Overview, et de récupérer les textes et les sources. Sur vos requêtes, donc l'analyse des données AI Overview, donc ce qui est important, David le citait tout à l'heure, c'est vraiment le AND. Donc, ce qui va compter, en tout cas, c'est d'extraire le contenu, donc identifier la mention de la marque, et l'extraction des sources, où là, on va identifier les domaines les plus fréquemment cités. Dans l'exemple que vous voyez, on a utilisé notre VPN aux États-Unis, où je cherchais quel est le meilleur fournisseur d'énergie à New York. Et vous pourrez voir que la première entreprise listée, Con Edison, n'a pas de lien. Et les liens qui sont associés sont des liens tiers, dont Reddit et d'autres sites médias. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'identifier la mention, les domaines, et aussi d'être présent sur des sites tiers et le earned media dont on parlait tout à l'heure. Comprendre comment Google AI Overview recompose le parcours utilisateur et redistribue la visibilité. Donc, c'est là qu'on va explorer le parcours utilisateur et valider ou invalider des hypothèses. Par exemple, sur la phase d'exploration, les médias parentaux, donc là, j'ai pris l'exemple d'un site de puériculture. Est-ce que les médias parentaux et les sites spécialisés dominent les résultats ? Donc, quels sont les types de sources qui sont privilégiées ? Est-ce que les blogs parentaux ou les plateformes éditoriales, Magic Moment, Doctissimo, sont priorisés par Google ? Quelle est la visibilité des contenus éditoriaux des marques et des enseignes de puériculture ? Sur la phase de comparaison, est-ce que les avis utilisateurs deviennent centraux ? Donc, on peut se poser la question, quel type de sites sont mis en avant sur les requêtes comme meilleure chaise haute ? Est-ce que Google valorise davantage les comparateurs, les sites d'avis, comme Trustpilot par exemple, ou des forums ? Est-ce qu'il y a des changements dans la nature des signaux de confiance, comme les notes et les avis, qui sont mis en avant dans les overviews ? David le disait tout à l'heure, les sites qui apparaissent dans cet encart sont pour la majorité hors du top 50. Donc, c'est vrai qu'on a une vraie différence dans la nature des résultats qu'on peut avoir déjà sur ces deux intentions. Et dans la phase de conversion, les contenus de marque prennent-ils le dessus ? Est-ce que le site capte la dernière intention avant clic pour des recherches transactionnelles ? Est-ce que les fiches produits sont encore visibles ? AI Overview redéfinit-il le parcours d'achat et le benchmark concurrentiel
dans le secteur. La suite, c'est le raisonnement multi-étape avec l'iMode. Mais on l'a déjà abordé rapidement. On va pas trop s'éterniser, mais c'est ce qui arrivera dans un deuxième temps en France aussi. On peut aller sur la slide suivante si tu veux bien. Ce qui est intéressant, c'est que l'iMode, donc le raisonnement avancé multi-étape pour des questions très complexes qui viennent compléter AI Overview et les liens bleus, puisque vous avez compris que c'était hybride, ont même maintenant leur petit bouton aux États-Unis. Google en fait largement la promotion puisqu'il veut garder la main. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la différence, on le voit juste après, c'est que c'est une interface conversationnelle. Là, on sort carrément du moteur. On va beaucoup plus loin dans l'analyse, on va beaucoup plus loin dans les sources, on va beaucoup plus loin dans la structuration de la réponse. C'est brillantissime comme travail, hein, mais comme GPT le fait ou comme Perplexity le fait. Et là, on va vous proposer d'autres questions et on rentre dans une conversation. Pour la partie de découverte d'un sujet, c'est assez extraordinaire pour l'utilisateur. C'est beaucoup plus difficile pour le marketeur, vous l'avez compris, Florian le rappelait, parce qu'il y a une multitude de sources tierces, le earned, et que c'est pas facile d'apparaître dedans. Mais c'est vrai que l'expérience utilisateur est assez géniale. Et je vous ai fait un tableau comparatif un peu simpliste, qu'il faudrait nuancer, mais l'idée, c'est de comprendre comment la recherche traditionnelle, AI Overview et AI Mode, finalement, se complètent sur différentes dimensions, la présentation de l'information, les technologies sous-jacentes, le traitement des requêtes. Et typiquement, si on s'arrête sur ce point-là, la recherche traditionnelle, même si ce n'est plus tout à fait vrai, c'est plutôt de la correspondance mots-clés par rapport à ce que vous avez tapé, assurance, habitation. On va chercher la correspondance et on vous remonte 10 liens bleus par rapport à 10 contenus. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. L'AI Overview, c'est une synthèse d'informations extrêmement diverses. Alors que l'AI Mode, c'est carrément du multi-étape. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait des recherches sur différents sujets perso ou pro. Gemini me fait 350 recherches pendant 5 minutes. Et il me classe d'un côté tout ce qu'il a lu et qu'il n'a pas utilisé, et tout ce qu'il a lu et qu'il a gardé. C'est extraordinaire et il vous met derrière les étapes de raisonnement. Et c'est là où on voit toute la puissance de l'outil. Et ça, c'est vraiment pour des requêtes multi-étapes, donc informationnelles. Ce qu'il faut retenir, et on a fini là, et vous aurez la presse, et on va passer aux questions, c'est que le search vit une période de transition. Google va progressivement perdre de son influence. Il ne va pas disparaître. Il va rester dominant probablement, mais plus autant que les 20 dernières années. On l'a compris. D'ailleurs, Apple ou même Google, on l'entend ces derniers temps dans l'actualité, on a compris que ChatGPT, Perplexity et autres s'étaient installés. Voilà, c'est ça le sujet. Il y a un changement dans les interactions utilisateurs avec les marques. On l'a exposé. Et donc, il y a un vrai défi pour les sites dits intermédiaires. Voilà, l'idéation se fait directement dans les LLM. Ça va beaucoup plus vite. Donc, ce n'est pas évident d'apparaître et c'est un vrai défi. L'autorité, vous avez compris, l'autorité de marque relative à votre thématique, c'est le nouveau défi. Il va falloir se battre pour ses positions dans la recherche traditionnelle pendant encore un moment et être autoritaire dans les IA Search. Et naturellement, petit à petit, il va falloir réinventer les KPI parce que les sessions et les positions, ce ne sera plus le sujet. Ça devient obsolète. Il va falloir se concentrer sur l'engagement, les conversions, et à la fin, ça rapporte quoi ? D'où l'idée de travailler ensemble et plus simplement isoler chacun de son côté. La mémorisation de la marque est extrêmement importante. Voilà. Et en plus, avec une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le principal pourvoyeur de trafic, qui est Google, quoi qu'on en dise pour le moment, ne fournit aucune donnée spécifique à Google AI Overview dans la Search Console et il n'a pas l'intention de le faire. Il l'a dit lors des Search centrales à New York et à Madrid il y a quelques semaines. Donc, pas évident pour les marketeurs en ce moment. Et un changement qui va arriver cette année, en tout cas, c'est notre spéculation avec Florian, c'est qu'on pense que cette année, AI Overview va sortir. C'est intéressant de savoir ce que vous en pensez. On spécule, hein, mais on pense que cet été, on va y avoir droit. Voilà. Le sondage nous dit sur l'automne, a priori. Ok.
Mais on a aussi pas mal de personnes qui ont dit sur l'été, allez, une bouteille de champagne à tous ceux qui ont... Mince, c'est enregistré ce webinaire, non? Mince, je me suis engagé. Merci à tous les deux. Je sais, enfin, vous avez encore 2-3 mots à dire. On a pas mal de questions, donc on a un peu débordé. Super. Alors là, je voulais vous parler de l'agence, mais je pense qu'on peut passer, quand même aux questions. Et si vous voulez en savoir plus sur l'agence WAM, le fait qu'on est une agence de marketing digital, le fait qu'on aide les marques à devenir autoritaires sur leur marché, n'hésitez pas à aller sur notre site, vous en saurez plus. On a beaucoup de questions. On va y répondre, on en a une dizaine. Et pour vous dire, on vous propose aussi, si ça vous intéresse, de faire une analyse d'impact d'AI-Overview pour anticiper le trafic que vous allez, quel trafic vous aurez demain si AI-Overview arrive. On est capable justement de faire ces estimations-là, de vous donner quelques chiffres. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, et puis on vous contactera derrière pour faire ce travail-là. Messieurs, sur les questions, attention, il y en a beaucoup. Alors, une première question d'Alexandre auquel vous avez déjà répondu, donc on va pas la répéter. On a Céline qui nous dit quelles données utilise-t-il en termes de temporalité 5-15 ans en arrière. Est-ce que ça, vous avez une idée de cette info, pour cette info? Non, on ne pas moi. Excuse-moi, tu peux répéter quelles données utilise-t-il en termes de temporalité 5, 10, 15 ans Il se base vraiment sur l'index en tout cas, Oui. mais après sur la temporalité, c'est ce qui est disponible dans l'index de Google. En fait, c'est ce que je montrais à un moment donné sur les 3 niveaux de données, slide 32, pour répondre à la question. Il y a d'un côté une partie qui est totalement figée, sont les données de pré-entraînement, et c'est pareil pour AI Overview en fait, puisque derrière il y a le LLM Gemini. C'est une photo figée. Alors, on n'a pas les dates, mais qui n'est pas actualisée et qui a quelques mois en réalité. Et pour vous en convaincre, si vous regardez les derniers sujets de fond dans votre domaine, vous verrez qu'ils passent à côté en vérité. Mais ils font relativement bien les choses parce qu'il y a une couche de données web qui vient par-dessus, parfaire, voilà, pour donner l'illusion que c'est très actuel. Mais en réalité, il manque des informations. Donc, c'est quelques mois. J'espère avoir répondu à la question. Et les données web viennent compléter. Voilà, mais on n'a pas du temps réel, quoi. On n'a pas du temps réel. Après, si vous demandez un score de foot, en général, justement, les données web viennent par-dessus. Mais sur des sujets de fond, typiquement, si on voulait savoir quelles étaient les dernières conclusions des dernières études parues cette semaine sur AI Overview, il ne les a pas encore emmagasinées dans ces données de pré-entraînement. Okay. Voilà, il va falloir attendre une prochaine mise à jour et ça prend quelques mois parce que ça coûte énormément à Google, comme à ChatGPT ou à Perplexity. On espère, Céline, qu'on a répondu à votre question. On a Jean-Charles. Est-ce que Google a déjà officiellement prévu d'instaurer une surcouche monétisée dans la veine du SIA, en fait? À n'en pas douter. C'est évident que... Alors, ils ont déjà fait des tests aux États-Unis qui ont pris différentes formes, qui ont été évidemment largement commentés dans les sites communautaires et médias en ligne sur le Search Engine Roundtable, Search Engine Land, etc. Et en fait, oui, Google teste et fait des incursions. Microsoft, qui a beaucoup moins de parts de marché, y est allé clairement. Et on peut déjà acheter très clairement des incursions publicitaires dans les réponses IA générées. Et Google, c'est plutôt en test, mais nul doute. Et je vais même m'avancer pour vous dire que ChatGPT, bien qu'ils fassent beaucoup les malins, ne céderont aux sirènes. C'est évident, parce qu'il y a une manne derrière, sous une forme ou sous une autre. Mais je suis certain qu'ils vont céder à l'appât du gain publicitaire. Voilà. On serait bien naïf, de pas de répondre effectivement que non, tout à fait. On a Estelle qui nous dit, qui est intéressante. Alors c'est pas une question, mais qui dit Estelle, cela devient complexe pour les TPE avec faible budget de communication. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Non, je pense pas. Je pense pas. Vous savez, dans les grands groupes, ce qui n'est pas évident, c'est le sujet de la coordination. On peut se dire, ils ont tout.
ils ont les moyens, ils ont la marque, donc il suffit de s'accorder pour le faire. C'est pas facile. Dans les petites entreprises, on peut se dire il y a moins de moyens. Mais par contre, la décision elle est beaucoup plus rapide. Et pour se mettre d'accord, ça va beaucoup mieux. Et se coordonner. Je ne l'ai pas assez répété, mais l'idée, c'est de se coordonner autour des mêmes thématiques. Je vais vous faire une remarque qu'on m'a faite, parce que je m'étais, il y a quelques mois, déjà interrogé sur ce sujet-là. Et on m'a dit, mais David, dans un village, le boulanger, il a envie que tout le monde sache dans ce village, peut-être même dans les petits villages limitrophes et dans tous les quartiers de ce village, que sa baguette, c'est la meilleure. Donc, il a besoin que ça se sache dans les forums ou par les canaux de bouche à oreille, qui peut être la feuille de chou du coin. Donc, je ne crois pas que ce soit une question de grande ou de petite entreprise, c'est une question d'être au bon endroit et de prendre la parole au bon endroit. Ça ne coûte pas si cher, les relations presse. On peut prendre la parole au bon moment. On n'est pas obligé de le faire tout au long de l'année. On peut faire une prise de parole bien sentie et ça peut fonctionner. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est faisable et on travaille nous-mêmes pour des PME ou des startups ou des entreprises qui ne sont pas très nombreuses, mais qui nous font confiance. Et je pense notamment à Philibert, qui est une entreprise de jeux de société à Strasbourg, qui nous appelle une fois par an pour préparer Noël et qui a des retombées presse, même des passages à la télé. Et ils ont pignon sur rue, en fait. C'est une toute petite entreprise. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et c'est ce que tu répétais, David, pardon, c'est de bien choisir sa thématique et vraiment de faire coordonner toutes les actions vers un même sujet, une thématique. Et on l'a vu sur Sofiap au final. Sofiap qui est certes pas une TPE, mais qui avait une thématique très précise. Et en travaillant une thématique très précise, on a réussi à faire sortir Sofiap du lot. Ça fait une belle transition sur une question. Est-ce que cela signifie que les conversations sur les forums sont considérées comme des sources fiables par AI Overview ? Complètement. Et complètement parce que Reddit, on n'a pas donné les chiffres là, mais dans toutes les études que présentait Florian en introduction et qu'on a lues, il y a des statistiques sur l'explosion. C'est pour ça qu'on a mis explose carrément, c'est le terme. C'est une explosion de la visibilité des Quora, des Reddit, toutes les discussions. Oui, c'est. Alors, il y a des accords. Pour ce qui est de Google, il y a des accords qui sont très clairs, contractualisés entre les deux. Donc, ça répond à une partie de la question qui n'est pas très objective, mais c'est la réalité. Il s'appuie beaucoup dessus. Si vous regardez Perplexity et même ChatGPT, c'est des outils, des plateformes qui sont extrêmement présentes. D'ailleurs, je crois que c'est Reddit qui a également un accord avec Perplexity, si je me trompe pas. Donc oui, absolument. Il les considère comme fiables. En tout cas, sur la partie UGC, ce qu'en disent les gens, et ils font confiance finalement au processus de modération de ces plateformes qui est semi-automatisé, voire totalement automatisé. On peut être d'accord ou pas avec le fait que c'est une information qualitative, mais ce qui est sûr, c'est que oui, ça fait partie, il s'appuie beaucoup dessus. Voilà, ça fait partie du jeu. Dans l'exemple qu'on avait du fournisseur d'énergie, c'était Reddit justement qui était cité en premier, d'où l'importance de l'étude, effectivement, de regarder sur son domaine qui apparaît, des forums, des comparateurs. Mais effectivement, Reddit, on le voit beaucoup aux États-Unis. On a une question qui revient là aussi, c'est comment pourrons-nous savoir si notre marque est citée dans I.O. ? L'ancien suivi analytique ne sera plus le seul à suivre, mais pourrons-nous suivre des stats pour notre marque ? Très intéressant. Bien sûr, vas-y, je t'en prie, Florian. Non, mais c'est l'étude. On est passé très rapidement dessus sur la méthodologie. Et l'idée, c'est vraiment de crawler sur des requêtes spécifiques qu'on va sélectionner avec les intentions, les PA potentiellement. Et c'est d'aller scraper les résultats et d'aller identifier la mention et les liens qui sont cités. Et ça se fait en scrapant les recherches. Idéalement, même, on le fait par lot, c'est-à-dire qu'on le fait sur plusieurs fréquences pour voir si la réponse est stable ou si elle est volatile. On ne l'a pas dit là, mais la réponse, alors un peu moins sur AI Overview, bien que il y a quand même pas mal de volatilité de la réponse. C'est-à-dire, vous demandez plusieurs fois, ce n'est pas forcément les mêmes sources qui apparaissent. Parce qu'on peut considérer qu'il y a un historique, il y a votre localisation, etc.
Mais il y a plusieurs outils qui s'y mettent. SEMrush, Ahref propose ça, en tout cas pour les États-Unis. Nous, ce qu'on propose, c'est une méthodologie ad hoc, comme le disait Florian à l'instant, où on vient simuler dans un autre pays la présence dans votre domaine, dans votre secteur d'activité, dans votre verticale, pour, on va dire, simuler la présence d'AI Overview, puisqu'il n'est pas encore disponible, et savoir dans quelle mesure ça va ou non avoir un impact. Mais les premiers outils arrivent pour aller requêter et chercher la mention, avec encore une fois cette difficulté de la volatilité. Donc c'était déjà de moins en moins une photo figée pour le positionnement, mais avec la mention de marque, c'est encore plus volatile, vraiment. Et encore une autre difficulté pour le marketeur. Morgane, est-ce que le fait d'être bien indexé sur Google est bénéfique uniquement pour apparaître dans Google I.O. ou également pour ChatGPT? C'est une bonne question. La réponse, c'est que évidemment, pour Google, c'est bien, mais comme vous l'avez vu, ça fait que la moitié du chemin, puisque pour l'autre moitié, c'est la diversité des sources, donc il n'y a pas nécessité d'être dans le top 10. Par contre, il y a une très bonne étude de SEMrush que j'ai à l'esprit. C'était Marcus Tauber qui en parlait, qui est donc chez SEMrush, et qui expliquait que même chez Perplexity et même chez ChatGPT, si vous êtes bon dans Google, vous avez fait une bonne partie du chemin, presque la moitié, parce qu'en général, le top 10, c'est quand même… Les marques qui sont dans le top 10 sont autoritaires, et en principe, c'est quand même elles qui ressortent pour grande partie. Ce n'est pas une science exacte, mais pour la plus grande partie, oui. Et pourquoi? Parce que ces grands modèles de langage, avant qu'ils sortent, ont aspiré littéralement le web. Ça leur a d'ailleurs valu de façon très offensive, et ça leur a valu beaucoup de procès. C'est en cours pour OpenAI, mais aussi pour Perplexity, parce qu'ils ont demandé la permission à personne. Ils ont aussi largement pompé l'index de Google, évidemment, d'une façon ou d'une autre. Donc oui, il y a bien une corrélation. Ok, on a encore des questions, on est encore tous là. Donc si on parle métier, selon vous, quelle serait l'évolution naturelle du métier du SEO avec l'arrivée de l'IA Search? CRO, point d'interrogation. Ça, c'est une question de Valentin. Alors, on a essayé d'y répondre dans la slide de l'organisation, des synergies. Aujourd'hui, aujourd'hui, à ce stade, sans m'accrocher au passé, je pense qu'on est toujours sur un métier de Search Engine Optimization, c'est-à-dire de mettre en relation un utilisateur qui vient exprimer dans un outil de recherche, quand bien même il ne fait pas que cela, comme un ChatGPT ou un Gemini. On vient mettre en relation un utilisateur qui a un problème et une marque qui détient la réponse. Mais comme j'essayais de l'expliquer, je crois que même si éditorialement, techniquement, il y a des évolutions, et j'espère qu'on vous les a montrées, la réalité, c'est que l'organisation, et là, elle est totalement humaine. Le facteur humain, là, c'est le game changer. C'est la capacité d'aller péter la cloison et d'aller travailler avec la com pour les RP, avec l'agence ou en interne le social media optimizer et les influenceurs, et de maîtriser tous les aimants. Et voilà, je l'ai dit, les relations presse, et bien sûr l'UX, parce que le CRO fait partie du prolongement. Mais au même titre que déjà, ces derniers temps, sans l'IA, on ne pouvait plus demander à un SEO d'être le spécialiste du payant, de la data et du contenu. C'était déjà des équipes différentes. Elles grandissent encore. Et là, on est vraiment en 2025 et pour les prochains temps sur une équipe pluridisciplinaire qui doit, malgré toutes les possibilités aujourd'hui et l'IA, etc., travailler en collectif. L'intelligence collective, c'est ce qui sauvera les agences et les marketeurs. Et surtout l'UX, avec la perte de trafic, on a intérêt à, une fois que la personne est sur notre site, à la garder et à faire en sorte que l'UX soit la plus carrée possible, parce qu'on va perdre du trafic. Donc on a intérêt d'être bon aussi là-dessus. Oui, il faut se serrer les coudes. C'est ça. Dernière question sur des sujets B2B. Je ne sais pas si on pourra y répondre, mais est-ce que les sujets B2B sont déjà concernés? Mariola nous donne un exemple. Quelles sont les innovations dans le matériel pour la construction? Et j'imagine que le B2B est aussi concerné autant que le B2C, messieurs. Tout à fait d'accord.
Tout à fait d'accord. Et j'ai presque envie de dire plus encore, parce que on a essayé de le démontrer, Google AI Overview est extrêmement bon dans le multitâche, dans le raisonnement. Si dans le B2B est fabriqué pour répondre à des questions pointues. Donc, c'est un vrai complément du moteur de recherche classique. Il vient proposer autre chose. Il ne vient pas nécessairement le remplacer. Il est vraiment meilleur que, je le disais, sur certaines requêtes B2B, pour des recherches personnelles, j'utilise Gemini et il me dit, bah, tu peux fermer cette fenêtre et revenir dans 5 minutes, aller boire un café ou faire autre chose. Quand je reviens, il me dit, j'ai analysé 350, 400 contenus, les voici. Ceux-là, je les ai lus, mais ils n'étaient pas intéressants. Mais tu y as accès si tu veux. Ceux-là, en revanche, je les ai lus et j'ai construit un raisonnement et je pense que c'est ça la réponse. Et sur les raisonnements B2B, un peu pointus, techniques, j'ai même envie de vous dire, c'est là où il est le meilleur, mais il faut tester dans votre domaine. Je me suis amusé, moi, pour parfaire ce que j'avais lu, appris et constaté aussi de façon empirique par mes tests sur AI Overview. Et j'ai questionné Gemini avec des prompts assez costauds. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il pouvait nuancer ce que j'avais compris ou m'apporter des compléments, des statistiques que je n'avais pas vues. J'ai trouvé que c'était relativement fiable et aidant. Donc oui, je pense que ça va ne faire que s'améliorer et que c'est tout à fait pertinent. Ouais. Merci à tous. On n'a plus de questions, sauf si vous en avez encore le temps. Nous, on est là, on est disponible pour vous si vous voulez. Il y a encore 160 personnes qui sont là. Si Florian, tu peux peut-être passer à la dernière slide. Si vous voulez continuer à nous suivre, on parle de tous ces sujets. On a une newsletter qui s'appelle la Webletter. N'hésitez pas à vous inscrire. On vous a déjà envoyé le lien, je crois, en commentaire. Suivez-nous sur LinkedIn aussi. On fait beaucoup de choses avec des formats de WAMscope. On vous partage toute la veille que nos experts font. On a aussi des Wamcasts. Voilà, on n'hésite pas à partager toutes ces infos, toute cette veille qu'on a. Le replay vous sera envoyé incessamment sous peu dès qu'il sera en ligne sur Webikio. Et puis, bah, écoutez, David, Florian, à vous de conclure si vous avez encore quelques mots à dire. Sinon, on peut se dire à la prochaine. Eh bien, merci d'être venus aussi nombreux et de nous avoir écoutés. Et puis, on serait ravis de pouvoir vous aider sur ces sujets-là plus largement. Je crois qu'on a un petit sujet là-dessus. Si vous pouvez nous contacter pour en parler et simuler la présence dans AI Overview. Et encore une fois, on reste dispo pour répondre aux questions. C'est un plaisir en tout cas. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci à tous. Salut, à très bientôt.